Combien vaudrait une pincée de sable selon toi? Attention, sans aucun élément d'or ou de platine mélangé dedans, juste de la poussière de lune. Une vente aux enchères récente l'a vendue pour $1 demi-million, pour littéralement une pincée de ce qui se trouve sur la Lune. C'est que cette minuscule quantité de terre, apparemment précieuse, a été évaluée uniquement en fonction de son importance historique. Cette pincée de sable lunaire collant provenait d'une petite pochette recueillie par Neil Armstrong lors de la mission Apollo 11 en 1969. Il s'agissait d'un énorme morceau de l'histoire de l'humanité et d'un rappel physique du premier atterrissage de l'homme sur la Lune, un objet prélevé à un endroit où personne d'autre n'avait jamais pu aller. Cette vente d'un objet provenant de la Lune ouvre un tout nouveau débat sur la légalité de la possession, de l'utilisation et de la vente de ressources spatiales provenant de parties non revendiquées du système solaire. Actuellement, le monde respecte le traité sur l'espace extérieur de 1967 qui représente les fondements du droit spatial moderne. Ce traité, établi il y a très longtemps, n'avait pas prévu l'utilisation lucrative des mondes extérieurs pour exploiter les ressources. Bien que ce traité empêche quiconque de revendiquer la propriété de tout nouveau monde, la valeur potentielle de ces territoires non réclamés est inestimable. La Lune n'est pas seulement un tremplin pour l'exploration future de l'espace, à partir duquel des bases lunaires et éventuellement des villes lunaires se développeront un jour. Pour cela, les humains devront développer des plateformes d'expédition et des usines pour permettre aux transporteurs de se rendre dans de nouveaux mondes. Ce projet nécessitera de gros investissements. Les stations minières assureront l'économie d'une hypothétique ville lunaire, il y aura des infrastructures et des moyens de transport pour aller sur la Lune et en revenir. Tout cela coûtera très cher. Bien plus que le souvenir de la première fois où l'homme a marché sur la Lune. Alors, à part la poussière de Lune, qu'est-ce qui pourrait avoir de la valeur sur la Lune? Les ressources de la Lune ont de la valeur. Nous ne connaissons pas les chiffres exacts, mais on estime qu'on y trouve encore plus de choses que ce que l'on pensait dans le passé. On pense que le satellite naturel de la Terre est riche en fer, nickel et cobalt, parmi beaucoup d'autres. Ces minéraux fournissent le potentiel pour la construction de la cité lunaire elle-même. Comme dans l'histoire de l'humanité, les villes du monde entier sont le reflet des ressources disponibles en abondance dans leur environnement. Et il en sera de même pour la cité lunaire. Une ville grise dont les murs sont faits de métal, de poussière de fer et de béton de sable lunaire, avec de grandes fenêtres fabriquées à partir du sable disponibles de manière illimitée. La Lune est aussi riche en silicium, un ingrédient important dans la production de panneaux solaires. Il existe du calcium qui sert à fabriquer les cellules solaires à base de silicium, ainsi que d'autres ingrédients que l'on peut trouver sur place, comme l'oxyde de titane, le fer et l'aluminium. L'océan de magma qui sommeille depuis longtemps sous la surface de la Lune contient du magnésium. Il est particulièrement présent dans la croûte inférieure et est utile à de nombreuses fins, notamment pour les alliages destinés aux voyages spatiaux. La production d'acier nécessite de nombreuses sources de carbone d'une importance cruciale pour soutenir les méga-usines et les milliers de vaisseaux qui seront construits. De nombreux matériaux rares sur la Terre servent dans tout ce qui est électrique. Leur valeur ne cesse de croître et leur production est plus importante à mesure que la technologie progresse, notamment dans les véhicules électriques et les éoliennes. Bien que les terres rares soient abondantes sur notre planète, on ne les trouve pas concentrées dans beaucoup de zones. Elles sont dispersées sur toute la Terre, ce qui rend leur localisation et leur exploitation assez coûteuses, même si elles sont de plus en plus demandées chaque année. Le processus de recherche et d'exploitation minière sur la Lune est beaucoup plus facile et constituera une source alternative importante. L'azote et le carbone sont des éléments importants pour la colonisation et l'agriculture humaine et garantissent que la Lune soit non seulement habitable, mais aussi qu'elle dispose d'un approvisionnement constant en nourriture. Nous pouvons les obtenir dans la croûte externe de la Lune, de sorte que l'agriculture est possible dans des biosphères étanches. L'extraction des métaux est un processus difficile, mais le résultat en vaut la peine, non seulement pour leur valeur, mais aussi en raison des précieux sous-produits que l'on peut obtenir au cours du processus d'extraction. Il peut s'agir d'oxygène, disponible pour l'air respiré dans la ville, et d'hydrogène, pour garantir l'eau pour les plantes et pour la boisson. Les ressources précieuses ne viendront pas seulement de la surface de la Lune. Son potentiel d'énergie solaire est si énorme qu'il permettra de récolter les ondes solaires pour alimenter la cité lunaire. Le fait qu'elle soit dépourvue d'une atmosphère épaisse et qu'il n'y ait pas d'interruption des phénomènes météorologiques élimine certains obstacles majeurs présents sur Terre.
L'énergie créée pourrait suffire à tous les besoins sur la Lune et à court terme pourrait également contribuer à résoudre de nombreux problèmes d'énergie sur Terre. L'extraction des ressources et les exigences de fabrication seront toujours plus importantes à mesure que le temps passera. Au fur et à mesure que la cité lunaire se développera et que les humains iront plus loin dans l'espace, elle aura besoin de plus en plus d'énergie. Le rendement des usines et la production sur la Lune deviendront si élaborés qu'ils auront besoin de sources alternatives en réserve. La fusion atomique sera une source d'énergie importante, sans sous-produits dangereux. Elle sera plus sûre que les technologies actuelles qui utilisent l'uranium. Pour alimenter ce type de fusion, il faut la ressource la plus précieuse de toutes celles que l'on trouve sur la Lune, l'hélium-3. Celui-ci n'est pas seulement présent sur la Lune, on le trouve aussi sur Terre, mais sa quantité est super limitée ici, en raison du puissant champ magnétique de notre planète. Ce dernier permet à la vie de se développer sur Terre, mais en même temps, il dévie les vents solaires du Soleil, ce qui rend difficile la production d'hélium-3. La Lune n'a pas de champ magnétique et absorbe les vents solaires depuis des milliards d'années, ce qui lui a permis de produire une réserve inépuisable d'hélium-3. Elle absorbe les vents dans la couche supérieure de matière solide de la Lune, connue sous le nom de régolithe. Le régolithe est réparti sur toute la Lune, ce qui rend l'extraction de l'hélium-3 encore plus précieuse. L'extraire impliquerait aussi d'extraire tous les autres minéraux précieux dans le processus. C'est en fait faire d'une pierre lunaire deux coups. La valeur de l'hélium-3 est si importante que de nombreux pays et entreprises sont déterminés à s'implanter sur la Lune. La valeur de ce seul élément se chiffre en billions de dollars. Certaines personnes pensent que les opportunités que l'hélium-3 offrira à l'humanité sont incommensurables. Il y aura une énergie illimitée qui fournira des millions d'emplois à la cité lunaire. Cette énergie répondra également aux besoins de la Terre. Seulement 25 tonnes d'hélium-3 pourraient alimenter les États-Unis pendant une année entière. Cette ressource permettra d'alimenter toute la Terre durant des milliers d'années et de disposer de suffisamment d'énergie pour guider les humains plus loin dans l'espace. Elle permettra de construire des ports spatiaux autour de la Terre et d'effectuer un voyage plus efficace de la Terre vers l'orbite. À partir de là, les personnes seront transférées dans des navettes destinées à d'autres endroits du système solaire. La durée des vols spatiaux sera considérablement réduite, ce qui permettra de réaliser des vols plus fréquents vers Mars. D'autres ports seront érigés autour de son orbite, permettant à de nouvelles colonies de résider à sa surface. Les colonies minières, qui bénéficieront d'une énergie inépuisable, s'étendront sur toute la planète rouge, dont le sol rouge recèle de précieuses ressources. Ce nouvel âge de la colonisation dans le système solaire provoquera un effet domino, car il continuera à aller de l'avant, progressant avec chaque génération de vaisseaux développés. Les voyages deviendront de plus en plus efficaces, car l'hélium-3 contribuera à faire progresser la technologie des vaisseaux spatiaux. Des avant-postes de toutes sortes se développeront sur les lunes de Jupiter et de Saturne, que ce soit pour rechercher une éventuelle possibilité de vie sur Europe ou Encelade, un de ses satellites naturels, ou pour continuer la production de ressources précieuses à chaque endroit. La Lune continuera à trouver des moyens de fournir l'énergie nécessaire à la terraformation de nouveaux mondes. Elle contribuera au réchauffement de Mars et à l'alimentation d'un champ magnétique artificiel. Cela contribuera aussi à la construction d'un grand réflecteur qui sera capable de refroidir Vénus. Tous ces éléments serviront de base à la création d'autres lieux habitables pour les générations futures d'humains. Tout cela grâce à cette source initiale d'énergie provenant de la Lune. Il est difficile de donner un prix global à la Lune, même si l'on sait que l'exploitation de ces ressources a une valeur. La vraie valeur de la poussière de Lune ne peut pas être déterminée par un chiffre monétaire, mais par son potentiel d'influence sur ce que les humains peuvent créer à mesure que nous progresserons en tant qu'espèce.